Je vais maintenant passer la parole à Benoît Laurent. Après avoir pendant quelques années cherché sa voie en tant que facteur, souffleur de verre, gonfleur de ballons de foot et plein d'autres choses, Benoît a fondé sa première start-up et ça fait 10 ans que son histoire s'écrit à travers plusieurs sociétés et une tonne d'aventures variées. Aujourd'hui, il est devenu CEO de Worders, une start-up spécialisée dans la traduction à forte valeur ajoutée. Il est passionné par l'expérience utilisateur au sens large, bien au-delà des interfaces web, et il a comme conviction profonde qu'il est possible de disrupter un marché par l'expérience et la qualité de prestations offertes, sans détruire de valeur ni lancer une guerre de clans ou de prix. Je vous demande d'accueillir Benoît Laurent. Oh là là, l'anti-teasing. C'est la télécommande ? Cool. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benoît Laurent. Je suis entrepreneur. Ça doit faire une dizaine d'années maintenant que je fais ça sur Internet. Et ça me fait particulièrement plaisir d'être là aujourd'hui parce que j'ai apporté ma modeste contribution à la création de E1 et de 4317 avant de partir très loin d'ici, puisqu'après après Toulon, je suis parti vivre à Bali et maintenant j'habite à Paris. Je suis désolé. Mais voilà, donc ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous pour partager cette expérience qui en fait vraiment, c'est du vécu, donc il n'y a pas de, je ne suis pas là pour parler des trucs fumeux, de vieilles théories, mais l'idée c'est de partager cette expérience. Alors, le thème de cette journée, c'est le fail. Moi, je vais vous parler de l'après-fail. Donc, pour commencer, c'est un petit peu... On prend le truc un peu à l'envers, mais l'idée, c'est d'être positif et de parler de cette idée de comment rebondir au mieux dans ce genre d'aventure. Ça va pas être pratique, ça. Je vais essayer de le faire comme ça. Alors, il y a évidemment autant de façons de se rater qu'il y a d'expérience et qu'il y a d'entrepreneurs. Chacun a sa façon de se vautrer contre un mur. Mais dans toutes les histoires de ratés comme ça, il y a on a un truc en commun. C'est que en général, ça flatte moyennement l'ego, ça abîme un peu le portefeuille et ça abîme un petit peu l'amour-propre. Et donc, on a une fâcheuse tendance à réagir dans l'émotionnel et à se miner le moral. Et pourtant, le rebond, c'est ce qui est de plus important. Et quand on se rate, il faut réussir à se mettre le plus vite possible dans cet état d'esprit de repartir. Et ça, c'est la conviction que j'ai acquis avec ces différentes expériences. Je suis désolé, parce qu'avec les grèves, moi, je suis arrivé très, très, très tard. J'avais prévu de répéter hier soir, mais je suis arrivé très, très tard. Et donc, au final, qu'on soit entrepreneur à 25, 35, 45 ans, ou qu'on soit un petit garçon de 6 ans, quand on se vautre en vélo, la chose importante, c'est de remonter tout de suite. Parce que ça vous permet de sortir de l'émotionnel, ça vous permet de vous focaliser sur autre chose. Parce que quand on se mange un mur, on est proche du chaos, on pense à ça toute la journée et on dort mal, on s'énerve. Alors qu'encore une fois, c'est là que c'est le plus important finalement. Tout va très vite. Mais c'est pas plus mal finalement, parce que c'est cette vitesse finalement qui va vous permettre de créer l'inertie et de récupérer cette énergie qui va vous permettre de réagir et d'exploser pour atteindre les objectifs futurs. Alors, pour faire simple, j'ai essayé de découper cette phase. Je suis désolé, je ne sais pas comment placer le micro. Là, ça va, vous m'entendez mieux, beaucoup mieux ? Ouais, je vais le mettre très près de ma bouche. Merci Nicolas. J'ai découpé ça en 3 phases. La première phase, c'est la phase du contact avec le fail. Vous réalisez qu'il va y avoir un fail. Vous réalisez que, ah merde, on n'est pas dans la bonne trajectoire et qu'il y a quelque chose qui commence à se passer un peu de travers. L'objectif de cette phase-là, c'est de réussir à prendre conscience qu'il y a un fail qui approche. Vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui ne va pas bien et il faut réussir à prendre conscience de cette chose-là. La phase 2, tac. La phase 2, vous êtes à fond dans le fail. Là, vous y êtes.
Ça y est, là, vous avez les 2 pieds, les 2 mains dedans. Et à ce moment-là, le plus important, c'est de réussir à prendre de la distance. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de sortir de l'émotionnel, ça va vous permettre de réfléchir à froid et d'observer ce qui se passe autour de vous et de prendre conscience potentiellement des faiblesses et des forces de cette situation pour pouvoir voilà, dédramatiser ce qui se passe et pouvoir préparer la suite la suite de cette étape un peu douloureuse. Hop. Et ensuite, la phase 3, qui est celle où on commence à repartir. Vous êtes sorti de ce fail, vous avez observé la situation, vous l'avez dédramatisée, vous la prenez à froid, vous savez à peu près où sont situées les erreurs, et vous êtes prêt à repartir. Et là, grosso modo, si vous voulez, les questions qu'il faut se poser, c'est quel est le contexte dans lequel je suis et qu'est-ce que je veux faire à échéance 2 minutes, 2 heures, 2 mois ou 2 ans. Qu'est-ce que je suis en capacité de faire à ce moment-là dans ma situation. Et là, on en arrive, si vous voulez, à la partie personnelle. Bon, là, j'étais censé résumer le truc, mais vous l'avez compris. Ouais, comme je vous dis, tout ça, là, tout ce que je vous raconte, c'est un peu décousu déjà, je suis désolé. Mais tout ça repose sur une expérience personnelle. Il y a quelques années de ça, j'ai créé une boîte. Et du jour au lendemain, je suis sorti de cette boîte. Il y a eu séparation de biens, de corps et d'esprit, alors qu'elle marchait très bien. Hop. Après, je bouge plus. Cette boîte marchait très bien. On avait des employés, des clients, on faisait beaucoup de chiffres d'affaires, tout était absolument merveilleux. Et du jour au lendemain, pour X raisons, je me retrouve en dehors de cette aventure-là, alors que j'en étais le fondateur, CEO et tout ça. Et d'aborder le fail de cette période-là sur cet axe-là m'a permis d'avancer dans une direction. Et cette direction repose sur ces différentes étapes d'analyse. Je me suis posé, et voilà, là l'idée c'était de se dire, ok, bon, phase 1, je vois que ça commence à sentir la merguez. Je suis convoqué par le board, je reviens de voyage de noces, et on me dit, non, non, mais on ne peut pas te parler de ce sujet-là aujourd'hui, on verra pendant le board. Bon. Donc là, je sens qu'il se passe quelque chose qui n'est pas forcément vraiment sexy, quoi. Donc on commence à analyser la situation, on discute à droite à gauche et on comprend que finalement ce qui est en train de se passer n'est pas forcément très positif. On enclenche la phase 2 au moment du board où on vous dit bah voilà, monsieur Laurent, bonne continuation. Et donc là, en prenant ce recul, on observe la situation, on était prêt finalement, on s'était préparé à entendre ça. Et on commence à réfléchir à ce qui va se passer derrière. Et là, en fait, à la sortie du board, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis retrouvé avec ma femme, qui elle bossait dans cette boîte-là aussi, et qui s'est retrouvée de facto sortie de la boîte. Ben voilà, on a analysé cette situation. Qu'est-ce qu'on veut faire à échéance 2 minutes, 2 semaines, 2 mois, 2 ans? Qu'est-ce qu'on est en capacité de faire? Et à ce moment-là, on s'est dit, ben, écoute, voilà, on est libres tous les deux. On n'a pas de sous, mais on a du temps. On a 2 enfants qui ont 1 et 3 ans. On était prêt à partir à ce moment-là aux États-Unis parce que cette phase-là correspond aussi au moment où on était censé partir aux États-Unis diriger la filiale américaine. Donc les enfants n'étaient pas inscrits à l'école, on avait vendu nos meubles, on avait filé le préavis de notre appartement. C'était quand même une situation un peu emmerdante parce qu'on n'avait plus d'appartement, plus d'école, plus rien, et plus de travail et plus de salaire. Ce qui là, en termes de fail, est assez douloureux quand même. Mais on s'est dit, tiens, pourquoi pas tenter une aventure? C'est le moment où jamais on est libre de faire ce qu'on veut. Regardons devant, on sait les erreurs qu'on a fait, tirons parti de ce truc-là. On a un tas de cendres qui est encore fumant. Allons-y, partons. Et là, en fait, on a pris un globe, comme dans la pub, on l'a fait tourner. On a posé le doigt sur Bali. Alors, je vous l'accorde, on avait fait une petite présélection. Mais à la fin, on hésitait quand même entre Stockholm et Bali. Hein. Donc on était quand même assez généreux dans la fourchette. Mais on est parti à Bali et au final ce fail, c'est ce qui nous a permis de vivre une expérience de malade parce qu'arrivé à Bali, on a rencontré des entrepreneurs complètement incroyables. Et aujourd'hui, on a relancé une boîte qui marche super bien et qui en fait est ce qu'on voulait faire à ce moment-là, au moment où j'ai été sorti de cette entreprise. On poussait dans une direction, ça ne marchait pas, et aujourd'hui on fait ce qu'on voulait faire à ce moment-là, sauf qu'on est tranquille, on n'a pas d'investisseurs, on fait exactement ce qu'on veut, et voilà. Et tout ça repose sur un fail qui évidemment a été difficile à digérer,
Mais c'est grâce à ce fail qu'on vit cette vie aujourd'hui, qui est pour le coup une vie assez ouf, même si on vit à Paris. Mais bon, voilà. Mais en fait, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Sinon, je suis là à peu près toute la journée. Et voilà, je m'étais dit qu'on allait démarrer très en retard et que j'allais vous permettre de rattraper un peu de. Donc, voilà. Une question. Pardon, attends, je suis désolé parce que est-ce que le rebond aurait été aussi? Une petite seconde, on va passer les micros. Merci. Il n'y a pas de problème. Je peux lancer. Je te déteste. Est-ce que tu penses que ton rebond aurait été aussi facile, aisé, si ton épouse n'avait pas été dans la même situation que toi? Évidemment que c'est un paramètre qui a facilité les choses. Après, depuis qu'on a fait ce truc-là, on croise des tas de gens qui disent « Oh là là, mais quelle aventure, mais c'est incroyable de partir à Bali comme ça », parce que ce que j'ai pas dit dans la présentation, c'est qu'il s'est passé un mois entre le moment où j'ai appris que l'aventure avec cette précédente entreprise était terminée, le moment où on a décidé de partir à Bali, et un mois entre le moment où on a décidé de partir à Bali et le moment où on est arrivé à Bali. Donc tout ça s'est fait très vite. C'est ça aussi l'objet de cette présentation qui ne ressort pas forcément, mais c'est que tout se passe très très vite. Et donc les gens pensent que c'est très compliqué de faire ce genre de choses, alors que finalement c'est très simple. Et donc ça, oui, effectivement, ça joue à un instant T, mais ça aurait postposé de 2 mois le départ si vraiment on avait voulu le faire, parce qu'il lui suffisait, entre guillemets, de déposer son préavis. À ce moment-là, on n'était pas dans une situation, moi je ne suis pas du tout entrepreneur successful avec 17 livrets A et tout ça. Donc on est parti à l'aventure sans vouloir être graveleux ou quoi que ce soit, mais on est parti avec un couteau et voilà, et un couteau. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, une petite note. Juste pour te dire moi je suis très content de te voir, ainsi que ta femme. Le retour sur Paris après Bali, c'était pas un échec, ça? Tu sais qu'il y a des trucs plus au sud. Ouais, c'est un vrai échec personnel, tous les jours quand on ouvre les volets, spécialement là au mois de mai. Je me suis mis en short tous les jours du mois de mai. Il fait 14 degrés en ce moment à Paris. Alors ça nous chatouille très fort, spécialement le retour dans le sud. Malheureusement, il y a en gros, on a quitté le paradis en se disant on va jouer le pari à fond de cette nouvelle boîte. Parce que ce qui se passe basiquement, si vous voulez, c'est que cette boîte a été créée quand on était à Bali et on rencontrait des clients très régulièrement en Asie et en France. Et les clients qu'on rencontrait en France avaient de très gros budgets, mais ça bloquait toujours sur un point tout bête. Oui, mais à Bali, vous êtes une boîte de hippies, moi, ça passera jamais auprès de ma direction. Sachant que nous, nos clients ont un panier moyen annuel de 30 000 euros à peu près. Donc, c'est quand même des budgets qui sont importants. Et donc, confier 30 000 euros, 30 000 euros, c'est pour les très petites sociétés. On a des clients qui dépensent 300 400 000 euros aussi. Donc, quand on dépense des budgets comme ça chez un prestataire, quand déjà il est petit, c'est gênant. Et quand il est loin, ça l'est encore plus. Et puis après, pour un détail très technique, on vend de la confiance, et de la confiance, ça se vend quand on se rencontre. Et malheureusement, les sociétés parisiennes s'internationalisent un tout petit peu plus que les sociétés toulonnaises. À bon entendeur. Pardon? Mais il n'y a pas de problème. Il nous reste 6 minutes, on peut en parler.